Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Cette semaine, on va comprendre pourquoi le voyage dans le temps est une sacrée galère, puisqu'on va regarder Retour vers le futur. Retour vers le futur est un film américain réalisé par Robert Zemeckis et sorti le 3 juillet 1985. Le film s'ouvre sur Marty McFly, un adolescent venu rendre visite à son ami le docteur Emmett Brown, qui est introuvable depuis environ une semaine. Après avoir défoncé une enceinte gigantesque et avoir sûrement perdu quelques points d'audition, Marty reçoit un appel de Doc le priant de le retrouver le soir même sur le parking du centre commercial local. Mais en attendant le rendez-vous, Marty va vivre sa journée normale de lycéen de 24 ans dans la petite ville de Hill Valley, ce qui va nous donner une bonne excuse pour rencontrer le reste des personnages principaux, notamment les parents de Marty, George et Lorraine McFly, ainsi que Biff, un collègue de George qui est un sacré connard et qui prend avantage de la passivité de George pour tout simplement le martyriser. Bref, après avoir été réveillé en plein milieu de la nuit par un coup de fil de Doc, Marty va le rejoindre sur le parking du centre commercial des Deux Pins et découvrir enfin le fameux projet de Doc. Une DeLorean DMC-12 modifiée qui se révèle être une machine à voyager dans le temps. Et vous allez me dire, pourquoi une DeLorean? Alors, le Doc l'explique très bien d'ailleurs. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Et vous allez me dire, mais pourquoi voyager dans le temps dans une voiture? Et la réponse est très simple, c'est que... Oh putain, ils ont tué Doc! Du coup, Marty s'enfuit dans la DeLorean, pied au plancher, et quand il atteint les 88 miles à l'heure, soit 140 km/h dans la langue de Pierre Palmade, il se retrouve propulsé le 5 novembre 1955, une date très importante pour le Doc puisque c'est celle à laquelle il a inventé le voyage dans le temps. Forcé d'explorer le Hill Valley de 1955, Marty va rencontrer son père qui est alors lycéen et qui se fait déjà martyriser par Biff, et apparemment il est pas prêt de s'arrêter. Et en cherchant à comprendre pourquoi son père est comme il va malgré lui perturber le moment où ses parents étaient censés se rencontrer, prenant la place de son père et se réveillant dans la chambre de sa mère. Mais il prend littéralement la place de son père, c'est-à-dire que sa mère tombe amoureuse de lui. Et bien gêné de se prendre du pied à table et de se faire du rentre-dedans par sa daronne, il va quitter les lieux le plus vite possible. Il part donc à la rencontre de Doc, donc 30 ans plus tôt, pour essayer déjà de trouver un moyen de retourner en 1985, mais surtout de faire en sorte que ses parents se rencontrent, parce que sinon, il viendra jamais au monde, et il sera effacé de la réalité. Alors, je vais pas résumer tout le film, déjà parce que je pense que tout le monde connaît Retour vers le futur, et que si c'est pas le cas, foncez aller le voir, parce qu'en fait, pour moi, c'est sûrement un des meilleurs films de tous les temps. Et honnêtement, cette vidéo ne fera jamais assez honneur à tous les petits moments que vous trouverez dans le film, que vous retrouverez pas dans une vidéo qui ne fait que résumer le film et parler de sa production. Et en parlant de production, d'ailleurs, le film n'a failli pas voir le jour. Parce que quand Bob Gale et Robert Zemeckis finissent le scénario, ils vont aller le pitcher d'abord à Columbia Pictures en 1981. C'est-à-dire 4 ans avant la sortie du film. Et 4 ans, c'est 4 ans de pure galère où les deux scénaristes vont enchaîner les studios sans aucun succès, personne ne veut de ce film. Bon, Disney passe la main parce que l'histoire d'inceste blesse un peu leur image de marque, ce qu'on peut comprendre. Mais finalement, c'est après plus de 40 refus que les deux Bob vont enfin réussir à vendre leur idée de film. Et quand je dis réussir à vendre leur idée de film, c'est surtout qu'en fait, en 84, Zemeckis réalise À la poursuite du diamant vert et que le film trouve un très grand succès critique et commercial, ce qui donne à Zemeckis assez de cachet pour enfin pouvoir faire produire le film que lui il a écrit, qu'il a vraiment envie de faire. Donc Retour vers le futur. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Zemeckis de garder pas mal la mouche, et finalement il va refuser les offres de tous les studios qui les avaient refusées plus tôt, et se tourner vers Amblin, la société de production fondée par Steven Spielberg. Et donc le film sera distribué par Universal Studios, qui sont partenaires de Steven Spielberg depuis son premier film en fait. Et donc là on se trouve en novembre 84, et on peut enfin commencer le tournage du film. La production du film va continuer à enchaîner les galères, parce que finalement trouver un studio qui veut bien le produire n'était que le début. Maintenant, il faut réécrire le script. Steven Spielberg, par exemple, s'oppose à l'idée que la machine à voyager dans le temps soit un frigo. Il avait peur que les enfants s'enferment dedans après avoir vu le film. Ce qui est encore tout à fait excusable. La scène finale du film aussi est réécrite. À la base, Marty devait utiliser les radiations d'un essai nucléaire dans le Nevada pour avoir assez d'énergie pour repartir en 85. D'ailleurs, l'idée de la personne s'enfermant dans le frigo et de la bombe nucléaire seront repris toutes les deux dans la scène d'ouverture de Indiana Jones 4. Bref, après toutes ces réécritures, finalement,
Le tournage commence, déjà avec Christopher Lloyd dans le rôle de Doc Emmett Brand, et surtout avec Eric Stoltz dans le rôle de Marty. Non mais attendez, il y a erreur sur la marchandise, là c'est qui ce type? Et oui, hein, parce que si à la base le rôle de Marty avait été écrit et pensé pour Michael J. Fox, hein, et ben c'est pas lui qui a joué le rôle de base. Parce qu'à l'époque, Michael J. Fox, il est beaucoup pris par son rôle dans la série Sacrée Famille, qui est une sitcom, ce qui a poussé Zemeckis à choisir tout simplement un autre acteur, puisqu'en fait les producteurs de Sacrée Famille ne voulaient pas imposer à Michael J. Fox de jongler entre les deux tournages. Alors vous allez me dire, non mais attends, on sait très bien que c'est Michael J. Fox qui a joué Marty McFly, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, après environ un mois de tournage, Gale, Zemeckis, donc les deux scénaristes, et Zemeckis qui est réalisateur, et Spielberg qui est producteur, se rendent à l'évidence, Stoltz n'est juste pas fait pour le rôle de Marty McFly. Il joue le rôle de façon extrêmement intense, avec beaucoup de sérieux, et on est loin en fait du côté un peu stupide que Marty McFly a quasiment dans toutes les scènes où il est. Surtout que Stoltz est un poil pète-couille sur le plateau, parce qu'en fait il fait ce qu'on appelle du method acting, donc il refuse complètement de sortir de son personnage, même en dehors des prises. Ce qui fait que quand il va être dégagé par la production, les autres membres de l'équipe technique vont voir ça un peu comme une bénédiction. Et donc, le 10 janvier 1985, Zemeckis annonce à Stoltz qu'il va quitter la production et qu'il ne sera plus Marty McFly. Alors il dit que ça a été une discussion extrêmement dure à avoir, et à mon avis il a dû en avoir des autres, des décisions difficiles, parce que après avoir viré Stoltz du tournage, il va aller voir Gary David Goldberg, qui est donc le producteur de la série Sacrée Famille, et il va avoir un seul but en tête, réussir à débaucher Michael J. Fox pour le rôle de Marty McFly. Alors il arrive à trouver une entente, déjà en rallongeant le budget du film de 5 millions parce que il y a eu des délais, donc maintenant faut tout retourner, et surtout Michael J. Fox continue à tourner Sacrée Famille en journée, et il tourne en soirée Retour vers le futur, ce qui le force déjà à dormir genre 4 heures par nuit, et surtout ça allonge les délais de production du film. Autre problème de taille durant le tournage, la DeLorean. En fait, c'est incroyable, il n'y a pas un seul acteur qui a tourné sur ce film qui vous dira que c'est une bonne bagnole. Cette voiture pète tout le temps, elle pète tellement tout le temps qu'ils ont rajouté dans le script un moment où la DeLorean pète pour partager leur douleur avec les spectateurs. Quand à la fin du film, la voiture ne démarre pas, c'était pas prévu dans le scénario quand le film a été lancé. C'est quelque chose qu'ils ont rajouté en milieu de production parce qu'ils se sont rendus compte que c'était de la chiasse. Mais malgré tous ces problèmes et tous ces délais, le film sort des studios pour ce qu'on appelle des projections presse, qui sont des projections privées avec souvent il n'y a pas la musique ou il manque quelques effets visuels pour qu'on ait une idée de est-ce que le film se tient. Donc environ aux alentours de mai 85, on a les premières projections presse, et là vous dire que le film est un succès lors de ces projections presse, c'est presque le plus gros euphémisme de tous les temps. Parce qu'à la fin de ces projections presse, c'est standing ovation, et 98% des spectateurs disent que le film est excellent, ce qui est la plus haute note que vous pouvez donner lors d'une projection presse. Et après une deuxième projection presse, cette fois-ci en présence des exécutifs de chez Universal, Sidney Sheinberg, qui est le président d'Universal à l'époque, décide que le film est tellement bon qu'il mérite de sortir le 3 juillet au lieu du 19. Ce qui fait que le film va déjà profiter du jour férié de la fête nationale américaine, mais surtout qu'il va rester plus longtemps au cinéma durant la période estivale. Ce qui est marrant quand on sait que cette pratique de sortir un blockbuster juste avant le 4 juillet, c'est quelque chose qui est devenu monnaie courante grâce au succès sans pareil des Dents de la Mer en 75, qui est un film qui est déjà à l'époque été produit par Universal. Donc en termes de blockbuster estival, les mecs s'y connaissent. Et pour en revenir à Retour vers le futur, quand le film sort donc le fameux 3 juillet 85, c'est instantanément un phénomène planétaire. Le film va faire un week-end d'ouverture à 11 millions de dollars et terminer sa course au box-office à 384 millions, pour un budget de 19 millions, ce qui est titanesque. Et est-ce que je trouve ce chiffre exagéré? Absolument pas. Parce que pour moi, Retour vers le futur est ce qui se rapproche le plus d'un film parfait. Alors non, le film ne va pas vous faire réfléchir pendant des jours sur le sens profond de la vie, mais en termes de divertissement pur et dur, on peut pas faire mieux. La réalisation est simple et efficace, le scénario tient la route, je veux dire, faut pas trop scruter un scénario qui parle de voyage dans le temps, parce que de toute façon vous allez trouver des dizaines d'incohérences de partout, comme par exemple, si George devient un auteur de science-fiction à succès après le passage de Marty en 55, pourquoi quand Marty retourne en 85, il habite toujours dans une maison de classe moyenne dans un quartier résidentiel? Et pourquoi les parents de Marty se rendent pas compte que leur fils commence vraiment à beaucoup ressembler au mec qu'ils connaissaient dans les années lycée? Surtout que moi, si le fils de ma femme commence à ressembler comme deux gouttes d'eau au type dont elle était amoureuse au lycée, je commencerai à me poser quelques questions.
Et si on met de côté les quelques incohérences scénaristiques, il faut admettre quand même que le film se tient parfaitement bien. Parce que quand je dis que la réalisation est simple et efficace, c'est absolument pas péjoratif. Hein. Vraiment, la réalisation est extrêmement efficace. Le film est bourré de petits moments qui appliquent la règle fondamentale au cinéma du « montre mais ne dis pas ». Prenez ce plan d'ouverture par exemple. Le film commence sur des horloges, beaucoup d'horloges d'ailleurs, ce qui veut dire que le film va parler de temps, et les plus cinéphiles reconnaissent d'ailleurs l'hommage à La Machine à explorer le temps, ce qui donne encore plus de précision sur le propos du film. Ensuite, le plan continue sur des articles de journaux qui expliquent la vente du domaine familial de la famille Brown. Ensuite, on arrive sur des photos de scientifiques célèbres, et sur un système automatique qui nous montre que nous sommes dans la maison d'un inventeur. Le journal télévisé nous explique qu'il y a eu un potentiel vol de plutonium, même si les gens réfutent qu'il ait vraiment eu lieu. Le plan continue sur cette machine, qui commence à faire le petit déjeuner, et on se rend compte que les toasts brûlés, la pâtée pour chien qui s'agglutine, sûrement que le propriétaire n'est pas là depuis un petit moment. La porte d'entrée s'ouvre, la personne qui vient de l'ouvrir remet la clé sous le paillasson. Donc c'est pas la personne qui habite ici, mais elle connaît très bien le propriétaire. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a la première ligne de dialogue d'un personnage principal dans le film. On sait déjà que Doc est un inventeur, qu'il a vendu le domaine de sa famille pour créer ses inventions, qu'il est obsédé par le temps, qu'il a un stock de plutonium qui a disparu quelque part, et que Marty McFly, le personnage qu'on vient de voir arriver, est un très bon ami de la personne qui habite ici. Et le film est bourré de plein de moments comme ça, en fait, qui vont raconter l'histoire au spectateur sans pour autant le prendre pour un con, parce que ça va être à lui de faire les liens. Alors des fois, c'est fait de façon un peu moins discrète, comme par exemple quand la femme va venir parler à Marty de l'horloge qui avait été frappée par la foudre il y a environ 30 ans, là on se doute qu'on a en face de nous un fusil de Tchekhov, c'est-à-dire qu'on met en place un élément de scénario qui viendra plus tard résoudre une situation. Mais des fois, c'est bien plus anecdotique, comme par exemple quand Lorraine nous explique comment elle rencontrait George et qu'à l'époque il était en train d'observer les oiseaux. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Oh, c'est pas vrai, papa est un voyeur. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'utilise les extraits de la version française du film. Alors que dans toutes mes vidéos, je reste souvent sur des voix anglaises. Et bien, franchement, dans le cas de Retour vers le futur, je suis obligé de le voir en version française. Déjà parce que je trouve le casting français extrêmement bon et aux petits oignons, et surtout parce que je trouve que ces voix françaises subliment complètement le jeu d'acteur de Christopher Lloyd et de Michael J. Fox, qui sont certes parfaits dans leur rôle, mais franchement la version française, elle rajoute ce petit côté en plus. To generate the 1.21 gigawatts of electricity. 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Great Scott! What the hell is a gigawatt? Mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts! 2,21 gigawatts! Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Surtout que la VF possède d'ailleurs ce truc assez fun, des VF des années 80-90, qui se retrouvent à balancer des gros mots toutes les 5 minutes, pour mon plus grand plaisir, parce qu'après tout... J'aime notamment les jurons français. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Vous voyez, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça. Et alors là, on est servi, on est loin de la pudeur de la version originale, là on balance des insultes à fond. Damn, where is that kid? Damn. Damn, damn. Qu'est-ce qu'il fiche, merde? Merde. Merde, merde. Hey, you, get your damn hands off her. You really think I ought to swear? Yes, definitely. God damn it, George, swear. Hey, connard, tire tes sales paluches de là ou je me fâche. Vraiment, tu crois que je dois jurer? Mais oui, absolument, George, putain, jure! Et si on regroupe ce scénario, cette version française incroyable, ou même la version originale qui est très bonne, et toutes ces petites choses qui font de ce film déjà un très bon film de base, même sa réalisation, et qu'on rajoute en plus les compositions de Alan Silvestri,
Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alan Silvestri, il a composé notamment ça. Bah, pas étonnant en fait que le film ait eu un si grand impact sur autant de monde. On est face à un film qui déjà a pris des risques, hein, et qui a proposé l'un des divertissements les plus solides de tous les temps. La réalisation est impeccable, les acteurs sont impeccables, la musique est impeccable, les plans sont iconiques, même le doublage français est parfait. En fait, c'est simple, je pense que ce film est l'exemple même d'un divertissement parfait. Vous passez 2 heures devant ce film et vous avez passé un très bon moment, vous n'avez pas eu envie de sauter 5 secondes en avant à chaque fois. Et en plus, il faut voir l'impact qu'a eu ce film sur la pop culture, hein. Je veux dire, son influence est reconnaissable partout. Par exemple, la relation entre Doc et Marty, elle a beaucoup inspiré notamment Justin Roiland, qui a créé une série d'animation qu'il a appelée « Les vraies aventures animées de Doc et Marty », avec un H. Une série qui finalement évoluera pour devenir Rick et Morty. Ou encore la DeLorean, hein, qui déjà est présente notamment par exemple dans Rocket League en tant que voiture jouable, mais qui est devenue l'un des modèles de voiture les plus reconnaissables de tous les temps. Et pourtant, quand Zemeckis et Gale finissent le film en 85, hein, ils sont loin de se douter du succès gigantesque qui les attend. Et cette fin ouverte, hein, qui nous promet d'aller explorer le lointain futur de l'année 2015, oh putain, et ben finalement, à la base, c'était qu'une promesse en l'air qui n'était jamais destinée à être adaptée sur grand écran. Enfin, ça, c'était sans compter sur Universal, hein, les spécialistes du « t'as fait de l'argent donc tu fais une suite », qui vont pousser les deux Bob à réaliser une suite à Retour vers le futur. Une suite qui finalement sera découpée en 2 films, l'un qui sortira en 89 et l'autre en 90, mais on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Et même si Marty a tout fait pour quitter l'année 55, c'est sûr que moi, de mon côté, je me lasserai jamais de retourner à la féerie dansante des sirènes. Déjà pour être nostalgique d'une époque que j'ai jamais connue, mais surtout pour revivre à chaque fois ces moments où je souris comme un idiot parce que Doc arrive à rebrancher in extremis le câble relié à l'horloge et que Marty repart vers le futur, comme si finalement j'avais pas déjà vu ce film des dizaines de fois. Voilà, c'est tout pour cette semaine, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si elle vous a plu. La semaine prochaine, on retourne faire un tour côté jeux vidéo pour que je vous parle de For Honor, mais après ça, je finirai les films Retour vers le futur en 1 ou 2 vidéos, on verra combien de temps le script me prend à faire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner des idées de sujets dans les commentaires, et surtout, parler de l'émission autour de vous. Sur ce, je vous laisse, je retourne fouiller ma caverne.